Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Épisode numéro 18, Mireille. 18. Ça va être notre épisode comme de Noël un peu, là. Ça sort proche de Noël. Ça l'est, notre épisode spécial Noël. Oui. Ça l'est. Puis pour ceux, pour les membres Patreon qui peuvent voir la vidéo, on est déguisés en Noël aussi, là. Oui. J'ai reçu un très beau cadeau de fête parce que c'est ma fête très récemment, le 4 décembre. J'ai eu un beau chandail de Christmas Vacation, puis là, je le porte. Puis on a des chandails qui matchent ensemble avec Mireille. Des jerseys de hockey. C'est ça. Wouhou! Mireille, il faut que je dise un compliment, faut pas que j'oublie. Hein? Mireille est très gentille et très attentionnée. Elle sait que Christmas Vacation, c'est mon film de Noël favori. Mm-hmm. On a les petites coupes là, qui boivent le lait de poule dedans, puis je m'en sers souvent, c'est le fun. Actually, c'est-tu Wally? Oui, c'est un Wally. C'est Wally, hein? Parce que tu le prends par le panache, le puis petit tu bois. Ça l'est, oui. Ah, oui. So, René porte une tuque de Père Noël. Puis moi, j'ai des petites reines, des petits panaches. Ouais, un panache, ben oui. Des petits panaches rouge carotté. Fait que c'est un rappel, c'est une belle manière d'entrer dans le Patreon. C'est un rappel que les membres Patreon ont accès aux vidéos de l'épisode en direct ou plus tard. Ils peuvent le regarder quand ils veulent, là, à leur aisance. Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, parce que c'est pas édité, vous le voyez live dans notre maison. C'est ça, il y a zéro montage. Là. Non. Des fois, il faut se lever et dire aux chiens d'arrêter d'être tannants. Aux enfants d'arrêter d'être tannants. C'est plus les chiens. Oui, ben là, le petit papy a 11 semaines. Oui, c'est ça. Elle n'écoute pas bien encore. Non. Puis en parlant des Patreons aussi, il y a des nouveaux Patreons à dire merci. Shout-out, oui. Oui. On dit merci à Sam, Ariane, Robbie, Pascal, Joanie, Nathalie, Lida, Savannah Zoël. et Karel. Bon, merci tout le monde. J'espère que j'ai prononcé comme faux. Sinon, vous pouvez me le laisser savoir. Sinon, ils vont annuler leur abonnement. C'est that's it, c'est fini. Oui. Ces hosties de franco-ontariens-là, ils ne savent pas parler. Ouais. Excusez. Ça se fait très bien. Aussi, là, j'ai une correction à faire pour la semaine dernière, puis je l'ai mentionné dans plusieurs épisodes antérieurs aussi. Mm-hmm. C'est que j'ai dit le terme école résidentielle une couple de fois. Mm-hmm. Puis école résidentielle, c'est un anglicisme. Ça vient de residential school, évidemment. OK. Ouais. Puis le terme français exact, c'est pensionnat indien ou pensionnat autochtone. Vraiment? Oui. Je savais pas, j'ai jamais entendu ça. Tout le monde dit école résidentielle alentour d'ici. Ben, même à l'école, quand on enseigne ça, c'était école résidentielle. Ah ouais? J'ai jamais entendu personne dire pensionnat. J'ai vérifié dans l'encyclopédie canadienne, puis c'est ça que ça dit. Oui. Oh! OK. Ben, c'est bon à savoir. Oui. Merci à Lily de nous l'apprendre. Mm-hmm. Puis dans le futur, je vais utiliser le bon terme français. Oui, parce que t'en as un qui s'en vient bientôt à propos de ça, là. Oui, je sais pas trop quand, parce que j'ai énormément de recherches à faire. Puis aussi, c'est que je délai de le faire. Je voulais le faire une couple de mois passés, et puis j'aime mieux attendre que j'aie plus d'expérience, que je sois meilleur au texte, meilleur à la recherche, juste pour traiter le sujet plus professionnellement. T'sais. Oui, c'est ça. J'ai parlé avec quelqu'un qui était très connaissante là-dedans cette semaine, justement. Puis les horreurs que ces gens-là ont vécues, je comprends pourquoi tu vas attendre. Tu veux plus leur faire comme un... pas honneur, mais... De rendre justice au sujet. Là. C'est ça. C'est ça. All right. Bon, fait qu'on est prêt, Mireille? Aïe, aïe, aïe.
On est prêt. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un cas de Noël. Hey, tu vas trop vite, là. Mettez-en des prêts. Non. Mireille, Ah, oui, René. où est-ce que la piste nous mène? Aujourd'hui, René, je t'emmène un petit peu avant Noël 1983. 83? Mm-hmm. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé un petit peu avant Noël 1983? Oui. Je suis né. Oui. Oui, je sais. Là, tu te dis ton âge, là. Non, c'est pas grave. Les hommes, ça les dérange pas. Oui, c'est vrai. All right. Est-ce que tu es prêt? Oui. OK. Donc, c'est vraiment un petit peu avant Noël. C'est le 17 décembre 1983. Le détective John Reed de la police d'Hamilton en Ontario reçoit un appel concernant un homicide à l'université McMaster. Ça dit quelque chose, ce cas-là? Non. Ah ouais? Moi non plus. Non plus, ça me dit rien. OK, tu le connaissais pas. Non, puis c'est un cas tellement difficile à trouver d'infos. C'était incroyable. Donc, par le temps que le détective Reed arrive sur les lieux, la scène avait déjà été sécurisée. Un concierge, mais c'est plus comme un gars de la maintenance, a retrouvé le corps d'une femme par terre dans son bureau. Elle était couchée à plat ventre, monottée, elle avait du duct tape sur les yeux et sur la bouche, et ses pantalons étaient partiellement baissés, puis il manquait une botte. J'aime pas la scène déjà, là. La victime, qui a été retrouvée par l'homme qui fait l'entretien du building, où est-ce que la victime travaille à l'université. Donc, l'université, c'est des buildings différents. Oui, il y a plusieurs édifices. C'est ça, c'est des différents édifices, c'est ça. Cette victime était Edith Whitman, professeure d'archéologie. Oh, c'est pas une étudiante? Non, c'est une OK, prof. ça me surprend beaucoup déjà, là. Oui, c'est une prof. Donc, le gars d'entretien, il explique à détective Reed qu'il n'a pas vu professeur Whitman ce matin-là, mais qu'elle avait appelé un peu plus tôt pour voir s'il pouvait monter le chauffage dans son bureau. Il a enregistré l'appel dans son carnet à 10h30. Lorsqu'il arrive pour monter le chauffage dans le bureau d'Edith Whitman vers 11h30, c'est là qu'il a fait la macabre découverte. Pas longtemps, là. Mm-hmm. Le détective Reed trouve la scène louche. Il croyait qu'il y avait quelque chose de nature sexuelle dans cette affaire. Mais un meurtre le matin sur un campus d'université. Pourquoi et qui aurait pu faire ça sans être repéré? C'est bizarre en maudit. Faut que ce soit quelqu'un qui la connaisse. Ouais, comme un employé de l'université. C'est ça, c'est weird, là, parce que c'est en plein jour, là. Pendant que le détective Reed est encore en train d'examiner la scène, le professeur Marks arrive sur les lieux. C'est le copain d'Edith Whitman. Oh, suspect numéro 1, le chum. Marks est déterminé à savoir ce qui est arrivé et le détective lui annonce la triste nouvelle. Marks fait signe de non à la tête parce qu'il ne voulait pas le croire. Évidemment, Marks fut le premier suspect. Peut-être que c'est lui qui a commis le meurtre. Premier sur les lieux et c'est toujours le chum, right? Toujours le chum. C'est toujours lui, c'est toujours le mari, c'est toujours le chum. C'est toujours lui, le suspect numéro 1, mais il reste à investiguer. Donc, je vais te dire un petit peu sur notre victime. Edith Whitman était une diplômée de l'Université d'Oxford avec un doctorat en histoire romaine. Oxford, en Angleterre. Oui, elle était de descendance irlandaise. OK, parce que c'est comme des universités les plus prestigieuses au monde, là. Oh, oui, c'est pas n'importe qui, là. Ouais. Je te dis tout de suite. Donc, c'est ça. Elle avait un doctorat en histoire romaine. Elle était une auteure publiée, comme elle a fait beaucoup d'œuvres. OK. Et une autre professeure, c'est ça, professeure d'archéologie à l'Université McMaster. Elle était respectée dans le domaine de l'archéologie et a participé à des fouilles en Italie et au nord de l'Afrique. Wow. Oui, comme dans l'Empire romain, ouais. Mm-hmm. Comme puis, archéologie, puis anthropologue. Anthropologie, oui. Et c'est ça, donc elle était
Si tu vas sur Wikipédia ou tu recherches son nom, tu vas trouver beaucoup de... Il y avait comme une affaire... En tout cas, je vais t'en parler plus tard. Mais c'est ça, était quelqu'un, là. Marx dit que la nuit avant le meurtre, Edith et lui avaient été à une soirée en son honneur pour célébrer qu'elle fut élue dans la Société royale canadienne. Elle était très heureuse et ils ont eu beaucoup de plaisir ce soir-là. Donc, il n'y avait rien de louche, il n'y a personne qui les a vus se chicaner, tout allait bien. Ils ont sorti jusqu'aux petites heures du matin, puis là, il avait fait des plans pour aller magasiner à 11 heures ce matin-là. OK, alors que son corps a été découvert. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé à 11 heures. Là. C'est ça. OK. Lorsqu'il est arrivé à son bureau pour aller la chercher, il a trouvé ça bizarre parce qu'habituellement, lorsqu'elle travaillait dans son office, elle restait toujours la porte ouverte. Mais ce matin-là, la porte était fermée. Il a cogné, il n'y a pas eu de réponse. Il était un petit peu contrarié parce qu'habituellement, Edith était très ponctuelle et qu'elle ne lui a pas fait savoir si ses plans avaient changé. Mais il se dit que peut-être qu'elle a eu un empêchement, un meeting de dernière minute ou quelque chose de même. Fait que lui, il est juste retourné à son bureau. Et puis, ensuite, il a demandé à quelques personnes s'il avait vu Edith, mais personne n'avait croisé. Le détective Reed ne soupçonne pas son petit ami comme meurtrier à ce point-ci. Il sait désormais, par contre, qu'Edith était vivante à 10 heures. Elle ne répond pas à la porte de son bureau à 11 heures, mais qu'elle était décédée à 11h30. Ouais, le timeline est vraiment court. Oui. Mais ne sait toujours pas ce qui est arrivé pendant ce petit laps de temps. Reed décide de fouiller dans la sacoche d'Edith. Il retrouve son portefeuille, mais sans argent ni carte de crédit. Est-ce que c'était un vol, un crime sexuel ou les deux? Donc là, l'autopsie révèle aucun signe d'agression sexuelle. Tantôt, tu n'as pas dit que ses culottes étaient baissées un peu? Oui, partiellement. Mais il n'y a pas de signe d'agression. Non. Weird. Mais trouve dans la bouche d'Edith une guenille. Oh non. Il est aussi révélé qu'Edith avait une condition médicale où est-ce qu'elle ne pouvait pas respirer par le nez. Donc, elle est morte asphyxiée. C'est comme si quelqu'un le savait. Parce que normalement, si tu... Comme, c'est cruel, là, mais d'enfoncer une guenille dans la bouche à quelqu'un, mais ça ne tuerait pas quelqu'un. Non. Oh, pauvre madame. La pathologiste ne trouve également aucune marque de défense sur son corps. Ce qui est vraiment bizarre, parce qu'elle aurait dû se défendre. À moins qu'elle avait été incapacitée lors de l'attaque. Right? Oui. OK, ouais. Donc, la pathologiste commande un test de toxicologie et... Qu'est-ce que tu penses? Elle a eu comme un somnolent ou quelque chose? Là? Ouais. Oui. Ben, Edith avait des traces de chloroforme dans son système. La guenille. La guenille. C'est ça. Oui. Sais-tu pourquoi que... Sais-tu quoi? Quand que je pense à une guenille de chloroforme, je pense tout le temps à la scène là, dans Ace Ventura quand il essaie d'endormir Oui. le joueur de football qui est en course sur la piste. Là. Oui, oui. Il y a de la grosse misère. Parce qu'il veut vérifier s'il manque un diamant sur la bague. Sa bague. Oui, sa bague de Super Bowl. Oui. C'est vrai. C'était difficile pour le détective Reed de continuer d'investiguer à l'université, puisque la place était déserte à cause des vacances de Noël. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le campus là, à Noël. Il parvient pareil à interviewer quelques membres de la faculté qui étaient dans le building à ce moment-là. Il veut savoir si la professeure avait des ennemis. Selon un des professeurs, elle était amie de tout le monde et tout le monde l'aimait. Il ne peut vraiment pas voir qui lui voudrait du mal. Il se rappelle tout de même quelque chose d'étrange. Le matin du meurtre, il y avait une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant qui est entrée dans son office et en est ressortie aussitôt. Dans l'office à qui? OK, donc c'est un des témoins, un autre professeur. OK. OK. Fait que ce professeur-là, il y a une autre femme qui est rentrée dans son bureau à lui. Oui. OK. Il dit que c'était quelque chose d'étrange. Elle a juste ouvert la porte, rentré dans son bureau, elle a ressorti dessus. Elle avait l'air tellement bizarre qu'elle avait plus l'air d'une caricature que d'une vraie personne. Hein? La face à René. Oui. Comment tu peux avoir de l'air d'une caricature? Ben, j'imagine, nous autres, comme c'est là, on a de l'air des caricatures, mais on l'a fait par exprès. On a l'air tellement bizarre qu'on a l'air des caricatures.
T'allez voir les photos sur Facebook si vous vous demandez de qu'est-ce qu'on a de l'air. OK, le membre du personnel dit qu'elle avait plus l'air d'un homme que d'une femme. Genre les épaules larges avec des manières masculines. Les polices décident de procéder à une fouille de l'appartement d'Edith Whitman. Elles retrouvent des reçus des cartes de crédit. Donc, c'est une preuve qu'elle avait vraiment des cartes de crédit parce que si tu te rappelles, quand ils ont fouillé dans sa sacoche, dans son portefeuille, il n'avait pas d'argent, pas de carte de crédit. C'est ça. Mais il y avait des reçus. Il y a une carte en quelque part qui manque à la C'est ça. Les policiers espèrent que ces cartes ont été utilisées comme ça. Il y aurait de la possibilité de les retracer. Oui, dans ce temps-là, il faisait comme un négatif de la carte avec le papier carbone. C'est ça, il fallait que tu signes, hein? C'est ça. Heureusement, seulement à quelques heures après le meurtre, les cartes ont été utilisées. Rookie mistake. La signature sur les reçus ne ressemble à rien à celle d'Edith Whitman. Tous les détaillants sont du même avis. Ils ont été interrogés, les détaillants aussi. Oui. Mais ça prend probablement plusieurs semaines à cause c'est tout juste des reçus en papier. Là. C'est ça. C'est long, l'investigation mais de même en 83. Mais c'est pas si long que ça. Ça leur a pas pris si tant que ça, tu vas voir. OK. Donc, tous les détaillants sont du même avis. Cette personne était un homme habillé en femme. Oh, suspicious. C'est celle-là qui s'est montrée à face à l'université, là, la caricature. En utilisant la description des détaillants, un sketch du suspect est alors distribué à Hamilton et les environs. Les policiers se rendent donc dans un bar gay. OK? On est en 83, je veux pas... Ouais, je répète de qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que j'ai vu, OK? Là, je m'imagine, ils sont comme, on cherche un homme habillé en femme. On va aller au gay bar, on va trouver ça là. Ben c'est ça, puis c'est là où est-ce que la scène... La population trans, eux autres, ils les appelaient les transvestites. OK. En 83, ils appelaient ça de même, les travestis. OK. C'était pas transgenre, c'était pas juste trans, c'était vraiment politically incorrect. Qu'est-ce qu'ils disaient, là? OK. Donc, moi, j'ai pas écrit ça dans mon cas, mais faut quand même que j'en parle. Ils sont allés dans le bar gay pour voir s'ils trouveraient cette personne-là ou interroger les gens qui étaient là. Oui, je pense que c'est correct. Comme dans un contexte historique, dans un contexte éducationnel, de dire comment que les choses étaient nommées à l'époque. Oui, je pense pas qu'il y a rien de méchant ou de cruel en disant que voici comment que c'était dans ce temps-là. C'est clairement, aujourd'hui, c'est plus de même, mais les autres, ils disaient ça. T'sais. Oui, mais c'est ça. Puis, je veux quand même le mentionner que ça ne vient pas de moi, ces mots-là. Je veux juste dire que c'était ça qui était écrit même dans les journaux quand j'ai fait ma petite recherche, là, tu sais. C'est comme à chaque fois qu'il faut que je mentionne la loi sur les Indiens. Ouais. J'aime ça répéter que ça n'a pas de bon sens que ça s'appelle la loi sur les Indiens. Ben, c'est exactement ça. All right. Donc, les policiers se rendent donc dans un bar gay et où les gens trans ou la population trans se tiennent. La petite communauté trans est extrêmement proche et tout le monde connaît tout le monde. Les policiers se font aussi dire « Écoute, nous aimons peut-être nous habiller en femmes, mais nous n'allons pas tuer des gens. Mais si on peut t'aider d'une façon ou d'une autre, nous allons certainement le faire. » Le policier il a dit, le détective, qui a été faire questionner les gens-là, il a dit que tout le monde était très gentil, ils ont été respectueux, puis ils ont vraiment voulu aider. Ben, tu sais quoi, ils sont malheureusement habitués d'être persécutés. Fait que c'est comme naturel un peu d'aider, de coopérer, de trouver, tu sais, un criminel. C'est ça. Parce qu'ils veulent pas être identifiés à ça, eux autres non plus, là. Non, tu veux pas être associé à quelqu'un que... Associé, c'est le bon terme que je voulais dire. Associé à ça, oui, exactement. Donc, personne ne reconnaît le sketch. Peut-être que le suspect l'a seulement utilisé comme un déguisement pour ne pas se faire reconnaître. Ben oui. Ça, c'est comme pas mal plus logique que d'aller fouiller dans le bar gay. Là, mais... Même que le détective, à un moment donné, il dit... Tu sais, il y en a des gens qui sont trans, qui s'habillent en femmes, puis tout ça, tu sais, des hommes. Il dit, mais ils font une bonne job.
Cette personne-là, c'était clairement pas une bonne job. Tu sais, comme il avait vraiment pas l'air. Il était pas habitué, tu sais. D'une femme. C'est la première fois qu'il faisait ça. Ben, je sais pas, tu sais, peut-être pas, mais clairement, c'était pas ça. C'était pas quelqu'un qui savait qu'est-ce qu'il faisait. C'est ça qu'il a dit. Là, je veux voir une photo, comme là, ça me bug, là, tu sais. Ben, je n'ai pas. T'as-tu trouvé le portrait robot? Ben, je sais pas si c'était le bon. Ah, J'ai trouvé quelque chose, mais j'ai pas sorti rien parce que je me suis dit, je sais même pas si c'est le bon. Parce que même comme quand je faisais ma recherche, la victime avait un pseudonyme. Ah, c'est tannant, ça. C'était vraiment difficile à trouver le vrai nom, là. Je veux dire, c'est correct de cacher l'identité de la victime, mais c'est dur de trouver la recherche quand t'as plusieurs noms. C'est ça. Qui sont la même personne. Puis je voulais absolument faire un code Noël canadien. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché. Puis en plus, je n'ai trouvé un en Ontario. Donc. OK. Le lendemain matin, les policiers reçoivent un appel d'une étudiante de l'université qui a reconnu la personne qui était sur le sketch. Oh! Elle dit qu'il s'agit de son stalker. Hein? Cet homme la harcelait et la suivait sur le campus depuis au moins 2 semaines. Elle trouvait ses remarques très troublantes. C'est un creep. Puis ça, c'est une étudiante. En questionnant les gens autour du campus, les policiers ont réussi à trouver de qui il s'agissait. L'homme s'appelle Victor Shelley. Il retrouve Victor Shelley et Victor admet suivre des filles sur le campus, mais... Gros creep. Juste les belles filles. Ah, c'est ça sa réponse. Ah oui, c'est correct parce qu'elles sont belles. C'est juste les belles filles. C'est une malade. Les policiers font une fouille de l'appartement de Shelley et Reed lui demande aussi une copie de sa signature. Shelley est complaisant et coopère avec les policiers en disant qu'il allait aider comme il pouvait. L'analyse des signatures est faite et ce n'est pas un match. Mais c'est-tu conclusif, ça? Non, comme c'est pas une science absolue, ça, là, les signatures. Comme moi, j'écris tellement mal. Comme si je signe un document à la banque, il faut que tu mettes ta signature 2 fois. Là, comme mes 2 signatures, ça ressemble même pas. Là. Mais les experts, je pense qu'ils peuvent voir que c'est ta signature les 2 fois pareil. Tu sais, je veux dire, comme ça serait... Ouais, peut-être. Là, tu sais quoi tu fais. J'écris vraiment mal quand même. Ouais, je sais. Mais non, t'es pas si pire que ça. Comme ils vont scanner ça dans un logiciel, là, puis le logiciel, il va faire comme... il va crasher. Des petites pattes de mouche. Ah bon. Victor Shelley est éliminé comme suspect. Mais c'est quand même un creep. Mais oui. Il suit des filles. Après les vacances de Noël, à la rentrée des classes, le détective Reed reçoit un appel d'un sergent lui annonçant que quelqu'un ayant la description du sketch a été aperçu à Brock University, à 65 km d'Hamilton. Un grand homme de 200 livres ou plus déguisé en femme. C'est qu'un deuxième creep dans une deuxième université. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu penses, René? Ou c'est le même creep? Je sais plus, là. Je préférerais qu'il y ait juste un creep que 2. Moi, je vais dire 1. C'est le même. Right. Je vais dire c'est le même gars, ouais. Ben, c'est bizarre parce que là, il est encore à l'université, right? À une autre université. Ouais, mais c'est pas loin, là. T'as dit 65 km. 65 km, il était rendu à Brock University. Ouais. En étant incapable de retrouver l'assaillant et de peur qu'il frappe encore, les policiers passent une annonce dans les journaux avec le sketch. La police reçoit beaucoup d'appels concernant l'affaire, mais il y en a juste un qui est assez bizarre qui pourrait être le bon. Juste un? OK, ça tombe bien pour les policiers. C'est-tu Victor Shelley? On en revient-tu à lui? Donc, une femme dit que son voisin d'en bas est allé cogner chez elle, il était menotté et il était également habillé en femme. Ses vêtements correspondaient à la description de l'article dans le journal. OK. C'est comme il y avait le même linge que... Ouais. La femme dit qu'elle ne l'a pas laissé entrer et qu'elle a fermé la porte sur lui. Good. Bon réflexe, madame. Elle a ensuite tout de suite appelé les autorités. Le suspect est identifié comme étant Michael Crowley. Un autre, OK. Michael. C'est pas Victor Shelley. Victor, il est juste après les belles femmes. Rien à faire. Les belles filles. Les belles filles, oui. Les étudiantes, t'as dit, là. Ils peuvent être très jeunes. C'était des étudiants. Les policiers font une fouille de l'appartement de Crowley et trouvent un garde-robe plein de vêtements de femmes.
Crowley admet que ce sont les siens. Les policiers trouvent aussi des magazines sur le BDSM et du bondage. Comme le maso. Sadomasochisme. C'est ça, ouais, c'est c'est ça que je cherchais. Là. Mhm. Ouais. C'est bien beau, mais les polices ont besoin de beaucoup plus que ça, que juste des vêtements et des magazines pour l'accuser de meurtre. C'est ça, c'est weird, mais c'est pas criminel. Non. Ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils n'ont pas trouvé de carte de crédit. Rien qui le lie au meurtre d'Edith Whitman. Le détective Reed prend une feuille de papier et un stylo et demande à Crowley de signer le nom de la victime. Il lui dit c'est qui la victime, puis il dit signe son nom, voir. Pour faire comme avec Victor, pour voir si c'est lui qui aurait signé pour les cartes de crédit. Donc, c'est très bizarre à ce point-là. Il y a un autre policier qui rentre parce qu'ils sont en train de faire une fouille de l'appart, puis lui est là. Là, le policier va voir le détective. Il jase une petite minute. Quand il revient, Crowley est en train de signer le nom de la victime en fou, comme. Puis il avait écrit le nom partout sur la feuille. Oh, weird. Edith Whitman, Edith Whitman, Edith Whitman. C'est comme Puis un il peu arrêtait pas, là. Ouais. Il a rempli le nom comme s'il était dans une transe, puis il arrêtait pas. Le détective va tout de suite su qu'il y avait leur homme. Comme il savait que c'était lui, là. Ouais, c'est. Aussitôt qu'il a vu ça, il est comme ouh, tu sais, c'est. C'est comme toutes les red flags du monde. Oui, c'est ça. Crowley se jette par terre en pleurant, en disant j'ai pas voulu la tuer, j'ai pas voulu la tuer. Oh, OK. Sur lui, tout, il admet d'être là. C'est ça. Il prétend qu'il voulait seulement commettre un vol. Pourtant, il dit OK, c'était juste. Je voulais juste la voler. Ouais, mais il est menotté, puis il a du tape sur la bouche. Puis... Exactement, non. Pourtant, on sait qu'il était préparé pour faire bien plus que ça. Crowley avait apporté, comme tu dis, des menottes. Il avait du chloroforme. Oui, j'avais oublié pour ça. Hey. Il avait du duct tape. Il y avait de la corde. Ça sonne comme s'il était préparé à faire beaucoup plus que juste un vol. Right? Puis il s'est déguisé avant d'y aller. C'est ça. C'est comme l'intention de dissimuler son apparence, puis tout, c'est premier degré. J'espère que c'est premier degré. Beaucoup d'intention là-dedans. Là. Ben, c'est justement. Ouais. Charlie met sa main dans ses poches et en sort un petit flacon. Le détective trouve ça weird. Il dit c'est quoi? Charlie il dit c'est de la cyanure. Oh! Il dit qu'il savait qu'il était pour se faire attraper, puis il préférait mourir plutôt que d'aller en prison. Mais là, toi, tu te demandes, probablement, comment je peux avoir accès à tout ça? Chloroforme, cyanure. Comme ça court pas les magasins. Là. Ben, il est employé de l'université à quelque part, là, comme prof de chimie, ou il a accès au... ouais. Exactement ça. Il était un chimiste. Yes. Mm-hmm. Mais il était pas à McMaster. Pas certaine où, mais je sais qu'il était pas à McMaster. Il y a plusieurs universités dans la région de Toronto, là. Mm-hmm. Ou même un collège, tu pourrais avoir accès à les ingrédients de même. Là. En tout cas, c'est weird que tu peux juste avoir accès à ça, là, en tout cas. Comme, je comprends comme prof, peut-être, mais en tout cas. Donc, d'après mes recherches, d'après Détective Reed, voici ce qui est arrivé à Edith Whitman le matin. Quoi? T'as peu, là. Non, quoi? T'as dit, il a sorti un flacon de cyanure, puis là, tu me laisses... Il voulait mourir. Tu me laisses comme d'être là. Oui. Suspense. Il l'a montré, mais il l'a redonné. Il l'a pas utilisé, là. OK. OK, c'est suspense. Je voulais dire qu'est-ce qui est arrivé à elle avant. OK. Mais je vais te dire quand même, il l'a pas utilisé. Donc, voici ce qui est arrivé à Edith Whitman le matin du 17 décembre 1983. Crowley se lève tôt le matin. Il applique son maquillage. Il met sa perruque et ses vêtements de femme. Il sort de chez lui. Il embarque dans sa voiture puis il fait le trajet vers Hamilton pour se rendre à l'université de McMaster. Il connaît les environs puisqu'il y est allé plusieurs fois avant. Pendant ce temps, Edith Whitman attend son copain à son bureau puisqu'ils sont censés d'aller faire des achats pour Noël. Elle a froid et à 10h30, elle fait un appel à maintenance pour voir s'ils peuvent monter son chauffage. Charlie fait le tour des couloirs de l'université à la recherche d'une victime. Tu te rappelles, il avait rentré dans le bureau d'un autre gars. Là. Oui. Ah, c'est ça qui est arrivé. Mm-hmm. Il n'est pas tombé sur une femme de son goût. Non, ben, il avait tombé sur un homme. Ouais. Ouais. Donc,
Là, il voit une femme assise à son bureau. La porte de son office est ouverte, mais elle est dos à lui. Il voit une belle opportunité. Puis, son chum, il avait dit aussi, sa porte est toujours ouverte. Oui. Parce qu'il avait dit, ben Marx, excuse, c'est ça, il a dit, c'était bizarre, parce qu'il fallait que je cogne, parce que d'habitude, sa porte est toujours ouverte. Ouais, c'était suspicieux que sa porte était fermée. Mm-hmm. Il prend sa guenille imbibée de chloroforme et maîtrise sa victime. Lorsqu'elle perd connaissance, il la ligote, lui met du tape sur la bouche et les yeux. Mais ensuite, ça frappe à la porte, l'empêchant de faire ce qu'il avait prévu. C'est Mark qui cogne à la porte. Mm-hmm. Mais tu te rappelles que ses culottes étaient baissées juste partiellement, juste baissées un peu. Oui. C'est là. Oh, il n'a pas eu le Il temps. n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait. Ça l'a empêché. C'était le chum d'Edith, Marks, qui venait la chercher pour faire son magasinage de Noël. Oh. Je suis comme, Colin! Il était drette là. Il était là. Ah, ben il savait pas, là, mais... Mm-hmm. Crowley a ensuite changé ses plans. Il a simplement volé les cartes de crédit d'Edith et il a sorti en courant. Puis elle n'est pas capable de respirer du nez, elle est morte. C'est ça. Lui, il pensait pas. Edith est morte suffoquée à cause de sa condition. Elle ne pouvait pas respirer par le nez. Ah. Mais ça change pas rien qu'il avait pas l'intention. Il l'a quand même tué. C'est ça, justement, exactement ça. Ah oui. Donc, 24 jours après le meurtre d'Edith Whitman, Michael Crowley fut arrêté. Même si accidentel, un homicide commis pendant une agression sexuelle est traité de la même façon d'un meurtre au premier degré. Good. Mm-hmm. Crowley plaide coupable et reçoit une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Selon mes sources, il purge sa peine à la prison de Kingston. Je sais pas s'il est encore là. C'est dur à trouver des fois. J'ai pas été capable de le trouver. J'ai fouillé. Il y a vraiment rien sur ce cas-là. C'était incroyable. J'ai cherché fort, puis le pire, c'est ça. Il avait donné un pseudonyme de Dora Ferguson. Dora Ferguson n'existe pas. C'est pas Dora Ferguson. C'est Edith Whitman. OK, parce que tu m'as dit... Moi, j'ai mis ça sur Patreon aussi, que l'épisode est au sujet de Dora Ferguson. OK. Non, je m'excuse, guys. Dora Ferguson n'existe pas. C'était son pseudonyme. C'était sur Real Crimes. Ah. Ouais. Il a fallu que je fasse comme 2 et 2 ensemble pour dire « Ah, c'est le même cas, parce que c'était le même meurtrier. » Puis tout. En tout cas. Mais 25 ans, fait que ça a arrêté jusqu'en 2008. 2008 avant qu'il y ait possibilité de libération. Mm-hmm. Il peut quand même être encore en prison. Ils ne sont pas obligés de le laisser sortir. Non, mais c'est ça. Mais je sais pas s'il est encore en prison. Je peux pas te dire. Quel âge qu'il avait? En 83? Lui, il avait 27 ans. OK, fait qu'il... Il était très jeune. Ouais, il pourrait avoir... il serait en cinquantaine. Ouais. Mm-hmm. Bon, ensuite, je parle un peu de comment que ce cas-là, il est triste pour moi, parce que c'est tellement injuste de mourir de cette façon-là. Comme, pourquoi? Juste à cause de tes désirs sexuels? Comme, voyons. Edith Whitman, c'était une femme remarquable, une personne incroyablement intelligente. Elle avait un doctorat, elle était archéologue, elle faisait des fouilles, c'était une auteure. Elle était publiée, elle était respectée, elle venait juste de faire partie de la Canadian Royal Society. Elle avait eu des honneurs en Angleterre, comme c'est juste triste d'avoir perdu une femme comme ça. Elle avait plein d'accomplissements dans sa carrière, puis probablement beaucoup plus dans le futur encore. Mais c'est ça. Puis, je m'excuse, mais en 83, là, il y en avait combien des femmes qui étaient si remarquables? Je veux dire, il y avait des femmes remarquables, mais c'était pas encore... C'était pas comme aujourd'hui, là. Oui, surtout dans ce domaine-là, et peut-être comme dans une des premières vagues d'archéologues femmes. Colin, je dois mettre de la misère à parler. Elle parlait plus qu'une langue, comme même... Mais probablement qu'elle parlait le latin. Latin? Ben oui, c'est ça, parce qu'un de ses livres, c'était écrit comme genre en latin. Il y avait du latin, mais il y avait aussi, si je me trompe pas, il y avait italien aussi ou quelque chose comme ça. Je pourrais le mettre dans mes sources, je pourrais te les donner, puis tu pourrais les poster. Mais ça m'intéresse beaucoup, mais parce que ce genre d'histoire-là, comme l'histoire romaine, l'archéologie, puis tout, c'est vraiment, vraiment dans mes intérêts, là. Oui. Moi, je vais aller dans le rabbit hole de Wikipédia là-dedans. Là. Mais ils sont tous là. Toutes ces choses, tous ces écrits sont là. Ils sont sur Wikipédia. J'ai fait une petite recherche
Galactica? Pas Galactica, mais quelque chose comme ça. Biblica. Ah, ça me tente. Galilea? Quelque chose de même, ça rime en tout cas, puis c'est vraiment cher. Ça sonne comme un nom latin, là. OK, j'ai trouvé un site avec tous ses accomplissements et ses publications. C'était quelque chose. Tu sais, quand les gens sont si intelligents et connaissants dans leur domaine que toi, tu comprends rien, c'était genre ça quand moi j'étais pour lire ces choses. J'ai comme, OK, non. Puis comme je te dis, ça avait l'air d'être dans plusieurs langues. C'était un cas très difficile à couvrir sur le point de source. J'ai lu un livre qui en parlait brièvement qui s'appelait Canadian Crimes de Max Haynes, un reportage de Real Crimes. Mais comme je te disais, c'était un pseudonyme. Donc, en plus, les dates n'étaient pas les bonnes. Les autres disaient le 24 décembre. Mais c'était pas le 24, c'était le 17. Puis j'avais trouvé ça un peu drôle aussi, la journée de Noël. Elle n'aurait pas été shoppée la journée de Noël. La veille de Noël. La veille de Noël, mais c'était le 17 décembre, la vraie. Ben là, je vais jouer l'avocat du diable là, parce que il y a plein de gens qui vont magasiner le 24 décembre. Oui, mais... OK. Oui. OK, oui, peut-être. Mais elle travaillait aussi. Oui. Bon, elle travaillait. Elle a arrêté tout magasiner le 24. Peut-être. Je sais pas. En tout cas... Moi, je travaille le 24 décembre. Ben, je sais bien. OK, ça se peut. Il y a bien du monde qui travaille le 24 aussi. Tu es enseignante. Là, OK, chouche. Vous avez toutes les vacances au monde. Là. Non, pas au monde. Là, tu n'inventes. Non, c'est vrai. Même. Vous travaillez très fort. Vous méritez les vacances. Merci. C'était pas du sarcasme, mais c'est comment qu'on travaille fort. Oui. OK, je peux faire un petit... Ah, droite là, je l'avais déjà. Bon. C'est ça. Donc, elle est décédée le 17 décembre. C'est ça que c'était. FSE. Qu'est-ce que ça veut dire, FSE? Je sais pas. Fellowship of the Society. Puis le A, c'est quoi? Antiquaries of London. C'est ça, je te disais, elle était dans une société de London, c'est ça. Fellows of the Society of Antiquaries of London. C'est ça que c'est FSC. OK. Ouais. Les antiquaires. Ouais. C'est écrit tout de suite en dessous de son nom. British Ancient Historian and Archaeologist. Gallia Belgica and the Roman Trier. C'est ça. Donc, il y a plein de livres. Il va falloir que tu regardes toi-même, là. C'est ton cas, c'est moi qu'il faut qu'il fasse la recherche. Non, mais si toi, ça t'intéresse pour regarder toutes ces publications et tout ça, Monte Irsi, pas Montessori, là. Il y a plein. En Belgique, en France, en Allemagne, Netherlands. Les Pays-Bas. Oui, plein d'affaires. La magistrale... Ça continue. C'est une grande femme. Et Société antiquaire de France aussi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses. C'est ça. Donc, comme je te dis, c'était un meurtre. Tu sais, quand ils disent des meurtres gratuits, là, pour rien, là, c'est ça que c'est. Il n'y a jamais un meurtre pour quelque chose vraiment, mais oui. Ben, il y a de la vengeance. Oui. La vengeance. Oui, il y a de la vengeance. Il y a des crimes de passion, tout ça. Ça, c'était juste le désir à quelqu'un. Là. C'est ça. Il n'y avait pas de raison pour ça. Puis se promener dans une université pour trouver une victime, c'est de l'eau en crise. C'est bizarre d'aller... Ouais, c'est bizarre d'aller dans l'école un matin. Comme quand tu penses à des prédateurs sexuels, tu penses à comme le soir dans la rue. Comme les gens aux arrêts d'autobus ou des choses comme ça. Mais... Pas à l'université. Non, aller prendre une professionnelle dans son bureau au travail. Puis, il s'est fait voir à Brock aussi, là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il cherchait. Ben, c'est ça. À moins que c'est là qu'il travaillait, mais il était quand même déguisé. Ouais, je sais pas si ça... il aurait-tu été chercher une victime dans l'université, ce qui travaillerait? Parce que là, on a cet inconnu-là, right? Tu as dit qu'il y avait accès à des produits chimiques, mais on n'est pas vraiment certain où il travaillait. J'ai pas été capable de trouver. C'est pour ça. Minica de Noël, mais pas mini. C'est pas un mini-cas. Non, c'était pas mini. C'était moins long que les tiens, mais c'était pas mini. C'était correct.
C'est pas obligé d'être long. Oh non, je sais. On fait beaucoup de blabla, par exemple. C'est correct. On jase du gars. Le monde il aime ça, nous écouter parler. Ça dépend. Je pense. Ça dépend. Tu sais, c'est un podcast. C'est littéralement ça. C'est nous écouter parler. C'est ça, oui. On raconte nos cas, mais on donne aussi notre opinion. Qu'il soit le bon ou pas le bon, c'est ça que c'est. Je t'informe que mon opinion est la bonne. Oh my God! Excuse you! Qu'est-ce qu'il faut entendre? Bon, ben, hey! Joyeux Noël! Nous autres, on va pas faire de cas dans notre temps de Noël. On prend un petit break. Ah oui, tu m'informes de ça, là? Ben là, ça... OK. Est-ce que tu veux commencer à faire ça pendant le temps de Noël aussi? Ben, je vais être en congé, puis toi aussi. Toi, tu as 2 semaines de congé. Moi, j'ai 6 ou 7 jours. Oui. J'ai le temps en masse d'écrire un cas. Hein? Oui, c'est ça. On peut en écrire plusieurs, puis faire une bonne job la prochaine fois. Je sais pas, je veux pas être rushée. Non, je pense pas qu'on va l'être. Moi, je pense qu'on va l'être moins. J'aurai le temps d'écrire mon cas. Ah, René, ça a l'air comme si qu'il voulait faire. Moi, je pensais qu'on était en vacances vraiment, mais ça a l'air comme si qu'on va faire. De toute façon, c'est ton tour, ça. C'est ça. Ben oui. Ah, bon, ben, OK, on n'est pas en vacances. On en fait un. Puis je pense que ça va être le temps de faire un épisode Patreon aussi bientôt. Là, fait. Ben, on peut faire ça jeudi. On va les écrire avant, par exemple. Ah, les minis, je pensais que tu voulais dire un sofa. Ça aussi, on est dû pour faire ça. Moi, ils sont déjà écrits, mes minis, c'est pas un problème. OK. Ouais. Encore là, pour les gens à l'écoute, Sofa du crime, c'est un épisode en direct qu'on fait sur Patreon. Si ça vous intéresse, venez voir ça sur Patreon. Vraiment, c'est nous qui réagissons C'est nous autres qui fait le outrage. quand on regarde Un tueur si proche. un tueur si proche, ouais. C'est pas d'un gros ouvrage qu'on se donne, là. Non, mais j'ai eu plusieurs commentaires que le monde disait « Hey, c'est le fun. On en regarde ça avec vous autres. Un concept original. » Mais qu'est-ce que je veux, par exemple, c'est que vous faites des commentaires pendant, parce que c'est live. Donc, vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Oui, c'est Vous pouvez d'interagir. être outrage avec nous autres. Là. C'est ça. C'est des interactions, puis on aime ça, interagir. Comme ceux qui nous envoient des messages sur Messenger, là, on répond pas mal tout de suite. Oui. On aime ça. Puis on a de la merch aussi. Merch. Merch, Site web, sur la piste du crime.com, c'est ça. si ça vous tente. Si ça vous tente. Puis les autres choses aussi, on va finir ça, c'est de blabla. Là. Oui. Venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook et Instagram. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Je pense que je l'ai plugué 4-5 fois déjà. Là, je l'ai fait un petit peu trop. Là. On va slacker ça. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple et YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, ben, allez écouter Crime de Bin. Ils ont fait un épisode à propos d'un crime qui s'est produit ici à Kapuskasing en 1980. À la fin des années 80, c'est ça. Nous, on n'a pas fait le cas pour des raisons qu'on ne mentionnera pas, mais c'est ça. C'est ça. C'est pas nous qui. Oh, non. Et puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles sur Spotify, sur Apple. Ça nous aide beaucoup quand on a des revues positives. Yay! Et puis, je vous le souhaite quand même si on va probablement se parler pendant les vacances de Noël, joyeux Noël, la gang! Puis bonnes vacances. Prenez soin. Oui, joyeux Noël. C'est quoi les autres fêtes? On dit joyeux Noël, c'est ça. Ben là, il y a d'autres fêtes et on souhaite joyeuses fêtes à tout le monde. C'est ça. OK? Ça Pas de couvre tout le monde. discrimination, là, c'est juste, nous, c'est Noël, donc on vous dit joyeux Noël. All C'est right? ça. OK. Bye! Bye!